Dans cette vidéo, on va voir ensemble les 8 règles de base à connaître si vous voulez investir dans l'immobilier en 2025. Parce que oui, comme toutes les disciplines, l'immobilier ne fait pas entorse à des règles, il y a des basiques, des fondamentaux, des choses essentielles à connaître que vous devez absolument mémoriser et ce tout au long de votre parcours. Et même si vous avez acheté peut-être un appartement, 2 appartements, 3, 5, 10 appartements, il y a de fortes chances pour que vous ayez oublié certaines d'entre elles. C'est un peu le défaut de la nature humaine. Mais je peux vous garantir que ne pas les maîtriser, ne pas s'en rappeler peut vous coûter beaucoup d'argent. Alors écrivez-les, affichez-les au-dessus de votre lit pour que ça rentre. Accrochez vos ceintures, c'est parti. Règle numéro 1, on gagne de l'argent à 4 niveaux dans l'immobilier. Alors avant que je commence à vous expliquer ces 4 niveaux, je vous invite à mettre pause sur la vidéo et à noter dans les commentaires ou sur une feuille à côté de votre ordinateur si vous connaissez les 4 façons de gagner de l'argent avec l'immobilier. Je suis quasi sûr qu'une bonne partie d'entre vous ne les connaît pas tous parce qu'en fait on a tendance à les oublier et de manière sociétale, les gens autour de vous, que ce soit la tata Jacqueline du barbecue, votre meilleur ami qui a investi tout son argent sur un livret A mais qui connaît absolument tout au monde de la finance, tous ces gens-là, ils y comprennent rien du tout à ce que je vais vous raconter. Quand vous achetez par exemple une maison, admettons que vous décidiez d'acheter une maison à la campagne que vous avez louée, voilà, je dis n'importe quoi, avec une cheminée, pour un montant de loyer étant égal à 800 € par mois. Sur le loyer de cette maison, vous allez avoir une mensualité de crédit qui, admettons, parce que vous avez été bon, que vous vous êtes abonné à cette chaîne YouTube, qui va être aux alentours de, je dis n'importe quoi, 500 € par mois de crédit, auquel vous allez encore enlever peut-être 50 € de charges diverses, auquel vous allez enlever encore 100 € de taxes foncières mensualisées à la fin de l'année ou mensualisées chaque mois. Ce qui veut dire qu'au total, quand on fait la différence de ces deux montants, on tombe bien sur 800 € moins 500 moins 50 moins 100, donc moins 650 au total et on a donc 150 € de delta. Ce delta, c'est ce qu'on appelle le cash flow ou flux trésorerie de positif dans un langage beaucoup plus comptable. Grosso modo, c'est la première façon de gagner de l'argent dans l'investissement immobilier en dégageant une marge entre ce que vous encaissez et ce que vous devez à la banque et à vos différents créanciers. Maintenant, dans la mensualité de crédit que vous allez payer à la banque, nos fameux 500 €, en fait, en général, vous payez 3 choses. Vous allez payer dans un premier temps les intérêts de crédit qui sont la partie de rémunération sur laquelle la banque va gagner sa vie. C'est pour ça d'ailleurs que quand vous allez dans une banque, elle va vous dire je vous prête de l'argent sur une telle durée à un certain taux d'intérêt. Ce taux d'intérêt annuel dépend du montant que vous avez à rembourser. C'est comme ça que la banque gagne sa vie. Vous allez également payer une assurance de crédit qui va faire qu'en fonction de l'assurance à laquelle vous allez souscrire, si vous décédez, si vous êtes en arrêt de travail, si vous vous coupez une jambe dans un accident de voiture, à ce moment-là, l'assurance va prendre le relais pour vous et payer cette mensualité de crédit à votre place. Et enfin, la plus grosse partie, qui représente en général 2/3 de ce que vous payez tous les mois, c'est ce qu'on va appeler le remboursement du capital. Et le remboursement du capital, c'est l'argent que la banque vous a prêté et que vous lui remboursez en plus petite partie au cours des 10, 15, 20, 25 prochaines années. Et ça, c'est la deuxième manière de gagner de l'argent dans l'immobilier, qui est d'ailleurs la plus importante. C'est avec celle-ci que toute la beauté du véhicule fonctionne. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous remboursez, admettons dans mon exemple de 500 €, 375 € par mois de capital. En fait, ça veut donc dire que dans la balance que vous avez au sein de votre portefeuille, entre les actifs, ce qui a de la valeur, et les passifs, les dettes que vous devez à une banque, chaque mois en remboursant ces 375 €, vous enlevez 375 de ce côté de la balance et vous les faites basculer du côté des actifs, du côté positif, qui eux vont augmenter de 375 €. Vous avez 375 € de patrimoine en plus. Si jamais vous ne touchez pas à votre cash flow qui était de 150 €, ça veut dire que votre actif va augmenter de 175 plus 150 € tous les mois. Et oui, ça fait beaucoup plus que uniquement 150 € de cash flow, vous en conviendrez. Maintenant, il se trouve aussi que ce loyer que vous allez louer, il est indexé sur ce qu'on appelle l'inflation. Parce que dans n'importe quel type de bail, que ce soit
soit un bail de location nu, un bail de location meublé, un bail commercial, un bail professionnel, on va indexer le loyer à un moment T pour qu'il soit révisable au fur et à mesure du temps, à chaque période triennale par exemple pour une location nue, ou à chaque période triennale pour une location commerciale, peu importe, ce qui veut dire qu'au fur et à mesure du temps, votre loyer va augmenter au moins autant que l'inflation. Ce qui veut dire que les 800 € vont se transformer 1 an, 2 ans, 3 ans plus tard en 840, puis ensuite en 890, puis ensuite en 900 € par mois. Vous voyez où je veux en venir, plus l'inflation va augmenter, plus l'index de révision des loyers va augmenter également, ce qui veut dire qu'en tant que propriétaire, même si l'inflation est plus importante et donc que la valeur de votre argent est moindre, vous allez quand même gagner de plus en plus d'argent. Au-delà de ça, la maison que vous avez peut-être achetée, je dis n'importe quoi, je prends des chiffres ronds, 100 000 € au départ, au fur et à mesure que le marché va continuer d'avancer, eh bien, elle va valoir de plus en plus cher. Peut-être qu'au bout d'un an, elle vaut déjà 105 000 € et non plus 100 000 tout pile. Et au bout de 10 ans, elle vaudra peut-être 150 000 € et plus les 100 000 € parce que vous aurez investi dans un quartier en pleine croissance, parce que le dynamisme économique de la ville dans laquelle vous avez investi a été positif, qu'il y a eu également une bonne croissance démographique, qu'il y a un rapport déséquilibré entre l'offre et la demande en faveur de la demande, c'est-à-dire que beaucoup de personnes cherchent à acheter ce genre de maison. Bref, tout un tas de paramètres économiques qui vont faire que non seulement par rapport au prix du mètre carré, mais aussi par rapport à la valeur des loyers, si jamais vous vendez cette maison comme un placement, un investissement, eh bien vous aurez gagné de l'argent d'une troisième façon qui s'appelle l'appréciation du capital. C'est le phénomène économique qui fait que quand on place son argent dans un actif de bonne valeur, et la définition même d'un actif en fin de compte, vous allez me dire, c'est qui me rapporte de l'argent, qui prenne de la valeur au fur et à mesure du temps, eh bien non seulement de par le remboursement du capital, mais en plus le cash flow, tout ça payé par votre locataire. En plus de ça, la valeur de votre actif en lui-même, le sous-jacent, lui va grandir, soit par un mécanisme inflationniste et par augmentation des loyers, soit par augmentation de sa valeur au prix au mètre carré, les deux en même temps en fin de compte. Et enfin, la quatrième façon de gagner de l'argent dans l'immobilier, c'est non pas d'attendre que la valeur se crée avec le temps, ce n'est pas tout simplement d'encaisser son cash flow parce qu'on a bien compté avant d'investir, ce n'est pas juste de rembourser le capital qui sera remboursé grâce au loyer de votre locataire, mais c'est en plus de créer de la valeur. Admettons que vous décidiez d'acheter un plateau entièrement à rénover de 100 mètres carrés qui va être vendu à 1000 € du mètre carré, qui est à peu près les prix par chez moi. Admettons que dans ce plateau, vous décidiez de faire un premier appartement de type T2 et un deuxième appartement de type T2. Que pour faire ces deux appartements, vous en ayez pour 30 000 € pour chacun d'entre eux, ce qui veut dire que vous aurez acheté 100 000 € plus 60 000 € de travaux, allez admettons plus 8 000 € de frais de notaire pour à peu près 8%, soit 168 000 € au total pour votre investissement, ce qui veut dire que vous avez dépensé 1680 € par mètre carré pour avoir deux appartements que vous allez louer par exemple 550 € par mois. Et bien en fait, 550 € par mois comme retour d'investissement, si vous vendez le placement que vous avez créé à un investisseur, vous allez le vendre plus cher que 168 000 €. D'autant plus qu'il est fort possible qu'un bien entièrement rénové et que deux T2 de 50 mètres carrés dans votre ville ne valent pas 1880 € du mètre, mais par exemple 2000 € du mètre. Et c'est là où vous allez me dire, mais Tim, comment est-ce que ça se fait que moi j'ai créé quelque chose et qui m'a coûté 1680 € du mètre et qu'aujourd'hui la valeur de mon actif est de 2000 € du mètre? Eh bien ça, les amis, ça s'appelle le métier d'un investisseur immobilier professionnel. La définition même d'un investisseur qui est professionnel, un pro de chez pro, c'est qu'il va non seulement repérer des actifs qui vont pouvoir se louer facilement pour rembourser du capital, en plus de ça, il aura établi une stratégie claire pour que la valeur de son actif du point de départ vers le point d'arrivée, le jour où il revendra, prenne de la valeur, et qu'en plus de ça, grâce à des travaux, à de la division, à de l'amélioration, à de la négociation, il puisse acheter moins cher que ce que ça vaut vraiment. Et dans mon exemple ici, j'ai bien acheté et rénové moins cher que le prix du marché, ce qui veut dire que dès la fin de mes travaux, si je le souhaite, je peux revendre et générer une marge. C'est d'ailleurs le professionnel de ça, c'est ce qu'on appelle un marchand de biens, dont l'objectif est d'acheter des choses à bas prix, dont la valeur perçue est inférieure à la valeur de marché, de les ramener au marché et de les vendre à ce prix de marché. Règle numéro 2, l'immobilier est un sport qui se joue à crédit. En fait, quand on analyse n'importe quelle catégorie d'actifs, que ce soit les crypto-monnaies, le bitcoin, des valeurs de refuge sur les marchés financiers, des valeurs de croissance, des actions à dividendes, de l'immobilier tertiaire, de l'immobilier d'habitation, à chaque fois, il faut baser
baser votre raisonnement sur des critères bien spécifiques et précis que les gestionnaires de patrimoine connaissent absolument par cœur et qui permet de comparer un actif par rapport à un autre ou une catégorie d'actifs par rapport à une autre. Critère numéro 1, la rentabilité moyenne de la classe d'actifs. On sait que l'immobilier en France, il fait entre 3 et 4% par an. On sait que le S&P 500, sur le long terme, il fait environ 8% par an d'appréciation du capital. On sait que la moyenne d'une action à dividende, ce sera entre 3 et 4% de versement de dividendes. On sait qu'un compte à terme, il fait au moment où je tourne cette vidéo à peu près 3,5-4%. Tout ça de rentabilité moyenne à l'année, ce qui veut dire que pour chaque catégorie d'actifs, on a des dominantes, des statistiques moyennes. Deuxième paramètre à prendre en compte, le risque moyen de la classe d'actifs, c'est-à-dire la probabilité qu'en mettant 100 € sur tel actif, je risque de perdre mon capital au fur et à mesure des années. Le risque, plus vous êtes sur des valeurs qui ont prouvé qu'elles étaient capables de progresser dans le temps, plus le risque est faible. Plus vous êtes sur des actifs immatures ou nouveaux, plus le risque sera en général élevé. Par exemple, mettre 100 € sur le Bitcoin demain, ça comporte un risque plutôt élevé. Mettre 100 € dans de l'immobilier parisien, dans un quartier qui prend de la valeur depuis les 25 dernières années, c'est assez peu risqué. Et on peut encore une fois en faire des analyses statistiques pour en définir des moyennes. Troisième critère, la liquidité, c'est-à-dire la capacité que vous aurez à sortir de cette classe d'actifs, à revendre. La liquidité naturelle de l'immobilier, elle est assez faible parce que pour revendre, il faut trouver un acheteur. Et il n'y en a pas toujours beaucoup en fonction de ce que vous avez acheté. Il faut signer un compromis ou une promesse de vente. Il faut que l'acheteur il obtienne son crédit, blablabla, vous connaissez la musique. Alors que demain, vous êtes propriétaire de 1 million d'euros d'actions Louis Vuitton, vous allez sur votre compte de trading, vous cliquez sur vendre. Grosso modo, d'ici la fin de la journée, tout aura été vendu et vous aurez récupéré 1 million de liquidité sur votre compte. C'est ce qu'on appelle une valeur très liquide. Quatrième paramètre à analyser, la facilité d'accès. Si demain, vous souhaitez investir dans le top 50 des startups françaises qui risquent de surperformer au cours des prochaines années. Si vous êtes quelqu'un de lambda, que vous habitez à la campagne, que vous avez juste un ordinateur, ce sont des valeurs qui sont difficiles d'accès. Il faut avoir le réseau, il faut connaître, il faut avoir un minimum de capital de départ. Certaines entreprises, pour pouvoir rentrer au capital, vous demandent 25, 30, 50, 100 000 € minimum de mise de départ. Alors qu'à l'inverse, vous souhaitez demain acheter une action Air France, ça coûte quelques euros. Vous vous connectez sur un broker, c'est complètement gratuit et vous pourrez le faire. L'immobilier, même chose, il faut lever un crédit, il faut que vous ayez une certaine mise de départ. Tout ça est inclus dans la facilité d'accès à une catégorie d'actifs, la bourse étant la grande gagnante dans ce genre d'analyse. Et enfin, cinquième critère, on a la stabilité ou à contrario la volatilité d'une catégorie d'actifs. Quand vous regardez le marché immobilier français, il a une tendance plutôt haussière et il est très linéaire. Il avance dans le temps, tranquillement, doucement mais sûrement comme on dit, d'où le fait qu'on appellera ça une valeur bon père de famille. Alors qu'à l'inverse, quand vous regardez le Bitcoin, depuis sa création jusqu'à aujourd'hui, ça a tendance à faire des vagues avec des plus hauts qui sont très hauts, des plus bas qui sont très bas. Et c'est à l'inverse d'une valeur bon père de famille, ce qu'on appellera une valeur très volatile pour un investisseur avec un profil sportif, voire même agressif. Et c'est un dernier argument à prendre en compte quand vous allez élaborer votre stratégie d'investissement sur les 5, 10 ou 15 prochaines années. Et là, vous allez me dire, ok Tim, mais du coup, qu'est-ce qu'il y a à retenir sur l'immobilier et pour quel aspect est-ce que c'est beaucoup mieux que d'autres catégories d'actifs? Eh bien, en fait, il n'y a pas vraiment de mieux ou de moins bien. Chaque catégorie d'actifs a ses avantages et ses inconvénients, mais le gros avantage de l'immobilier, je dirais les deux adjectifs sur lesquels il surperforme largement les autres catégories d'actifs, c'est numéro 1 sur la rentabilité et numéro 2 sur la volatilité ou la stabilité. Premièrement, l'immobilier c'est très stable, les plus hauts et les plus basses et les variations de prix sont en général assez faibles, mis à part si vous investissez dans certaines zones très précises avec une forte croissance à un moment puis qui peuvent tout perdre du jour au lendemain. Mais ces zones-là, à l'échelle du marché français, c'est anecdotique et les pertes sont assez faibles en pourcentage, surtout comparé à certaines valeurs que vous pourrez trouver sur les marchés financiers. Et deuxièmement, l'immobilier, la rentabilité grâce à l'effet de levier est très important. Comment on fait pour calculer la rentabilité d'un placement immobilier? Admettons que vous ayez 10 000 € de côté. Vous allez avoir la possibilité avec un bon scoring bancaire, des choses qu'on a déjà abordées dans d'autres vidéos que je vous mettrai dans la masterclass gratuite dans la description de cette vidéo encore une fois. Vous allez pouvoir emprunter de près ou de loin à peu près 100 000 € au total. Ces 100
000 euros, vous allez les placer à 10% de rentabilité parce que vous savez faire, que vous avez suivi encore une fois la masterclass que j'ai faite. Et 10% de 100 000 euros, ça veut dire que ça rapporte 10 000 euros par an et que comme encore une fois on est sur une matière très stable, on peut prédire que pendant les 5, 10, 15, 20 prochaines années, ça va vous rapporter à minima 10 000 euros de retour locatif sur votre investissement. D'autant plus qu'encore une fois, les loyers sont indexés directement sur l'inflation. Sauf que si votre mise de départ c'est 10 000 et que ça vous rapporte 10 000 euros par an, vous avez donc créé un placement à 100% de retour sur capital. Vous mettez ces 10 000 euros en bourse, vous les mettez sur un ETF qui réplique le S&P 500, ça fait 8% par an sur le long terme, ça va vous rapporter 800 euros par an. Donc le taux de rentabilité, ben voilà, il n'y a rien à voir. Hein. C'est comme comparer une Clio 2 avec une Ferrari. Alors évidemment, vous allez me dire oui, mais ok, sur ces 100%, il y a les intérêts d'emprunt, il y a la taxe foncière, blablabla. Mais même si on enlève, allez, 50% de cette rentabilité dans un calcul vraiment absolu et pas du tout réaliste, bah, ça fait quand même 50% de retour sur investissement, donc c'est incomparable. Rien ne peut égaler l'immobilier à effet de levier, notamment sur les métriques sur lesquelles on arrive à travailler sur le marché francophone. Encore une fois, vous avez compris que tout est question de balance, qu'il y a une analyse globale à avoir par rapport à votre profil, à votre stratégie. Est-ce que vous avez de l'épargne, pas d'épargne? Tout ça doit être mûrement réfléchi et c'est votre travail en tant qu'investisseur. Mais s'il y a un truc à retenir sur l'immobilier, cette vidéo, c'est que le but du jeu, c'est d'en faire le plus possible en mettant le moins possible de sa poche grâce notamment à l'effet de levier bancaire. Règle numéro 3, tous les secteurs ne sont pas rentables. Alors souvent, quand on dit immobilier, en fait, il y a plein d'immobilier. Déjà, il y a plusieurs catégories d'immobilier. Il y a ce qu'on appelle le commercial, il y a ce qu'on appelle le professionnel, il y a ce qu'on appelle le résidentiel. Dans le résidentiel, il y a les appartements de centre-ville, il y a les appartements de deuxième couronne, il y a la maison individuelle. Et même si on fait un amalgame en parlant d'immobilier au sens large, ces différentes catégories d'actifs ne répondent pas aux mêmes fondements économiques et macroéconomiques, ce qui veut dire qu'ils ne baissent et ne montent pas en même temps. Ils n'ont pas le vent en poupe en même temps également. Et il s'agit vraiment de plusieurs catégories d'actifs. Si on reste vraiment basique, on peut croire que parfois l'immobilier est rentable partout en France et on a tendance encore une fois à en donner cette rentabilité moyenne de 3-4% par an sur le long terme. En fait, tout ça, ça dépend des zones. Il y a des zones qui sont faites pour faire du locatif, il y a des zones qui sont faites pour faire du patrimonial et tout ça, ça s'analyse en fonction de deux paramètres principaux. Vous l'avez sûrement compris, le prix au mètre carré d'une part, le loyer au mètre carré d'autre part. Et si vous avez accès à un ordinateur, vous allez forcément arriver rapidement à trouver le prix moyen au mètre carré dans votre ville, le loyer moyen par mètre carré dans votre ville, vous ferez le calcul de rentabilité sur les deux et ça vous donnera une rentabilité moyenne de la ville dans laquelle vous habitez. Et il y a des villes qui avoisinent les 8 voire 10% de rentabilité et il y en a d'autres qui ne dépassent pas les 2 ou 3. Cela dû à tout un tas de paramètres, l'attraction économique, la proportion entre les locataires et les propriétaires. Encore une fois, l'idée ici est de vous donner une synthèse, de ne pas trop rentrer dans le détail. Regardez ma masterclass et vous allez comprendre toutes ces informations. Règle numéro 4, un bien immobilier locatif doit toujours s'autofinancer. En fait, souvent, on me pose la question, ok, Tim, super, j'arrive à imaginer dans ma tête comment est-ce que je fais pour acheter un premier appart, un deuxième, mais à partir de ce moment-là, mon taux d'endettement sera grignoté, donc je pourrai plus acheter, donc je serai bloqué et je pourrai pas passer à l'étape d'après, donc comment faire pour en acheter 10, pour en acheter 50 et encore pire pour en acheter 100. En fait, c'est pas comme ça qu'il faut raisonner. Un bien immobilier, dans tous les cas, il doit s'autofinancer, ce qui veut dire qu'il ne doit jamais vous coûter d'argent tous les mois. Si vous avez 550 euros de charges, tout compris sur votre appartement, il doit vous rapporter à minima 550 euros. Sinon, non seulement la banque a priori ne voudra pas vous traiter, mais en plus, vous serez très rapidement bloqué par votre taux d'endettement et vous ne pourrez plus avancer. Au-delà de ça, une petite merde, un chauffe-eau qui lâche, un toilette qui est bloqué, une réparation à faire à l'intérieur de votre appart et ça y est, vous serez dans le rouge, ça vous mettra dans la difficulté et c'est pas du tout l'objectif d'un placement, comme on le disait, bon père de famille. Et au-delà de ça, la banque, elle n'a pas du tout le même raisonnement que vous sur la rentabilité pour savoir si elle continue de vous prêter ou pas. Comme vous le savez, pour étudier vos dossiers, la banque, elle se passe sur ce qu'on appelle votre taux d'endettement, qui est, comme vous le savez, une balance entre les revenus que vous arrivez à générer et les dettes que vous devez rembourser à n'importe quel type d'organisme financier. Et elle s'assure, la banque, plus ou moins en permanence, on va dire, que vous ne dépassiez pas les 33% d'endettement global. Pour être sûr qu'au maximum, un tiers de ce que vous gagnez va pour rembourser des crédits et pas plus. Ça, c'est une règle qu'elle va appliquer à chaque fois que vous allez faire des nouveaux dossiers. Vous allez la voir, vous avez déjà 1 ou 2 appartements, elle refait
fait cette règle-là, elle recalcule tout ça avec vos relevés de bancaire et elle regarde votre taux d'endettement, non seulement celui que vous lui déclarez, mais elle le constate sur les papiers, donc pas possibilité de tricher. Alors maintenant, vous allez me dire, ouais mais ok, mais du coup, si jamais j'arrive à avoir 500 € de loyer et que j'ai 500 € de dette, bah, je mets 500 et 500 des deux côtés de ma fraction, ça change rien. En fait, pas vraiment. Quand sur votre loyer, vous allez encaisser, je prends un chiffre rond encore une fois, 1000 € de loyer, la banque, elle, va appliquer une pondération sur ce loyer, va considérer que vous n'en encaissez que 700. Les 30% de pondération qu'elle applique, alors ça peut être un petit peu moins, ça peut être un petit peu plus en fonction des établissements bancaires, c'est en termes de gestion de risque pour s'assurer que même si vous avez des imprévus, même si vous avez des choses à changer, encore une fois, un ballon d'eau chaude qui lâche, une chaudière à rénover entièrement, etc., vous arriviez à faire face, d'où le fait qu'elle applique cette pondération. Sauf que du coup, si pour votre premier appartement, vous avez 1000 € de loyer, comme on le disait, soit 700 € pour la banque, et que vous avez 800 € de crédit par mois, et bien en fait, au niveau de votre cash flow, etc., vous allez véritablement gagner de l'argent et vous allez être en positif, mais aux yeux de la banque, vous êtes en négatif de 100 € par mois. Donc, ce qui veut dire qu'on en met plus dans la catégorie des dettes que dans la catégorie des revenus, et donc vous allez faire ça une fois, 2 fois, 3 fois, et au bout d'un moment, vous serez bloqué à cause de cet endettement. Au-delà de ça, la banque, elle sait que pour vous suivre dans vos matières et vos projets d'investissement, il faut que vous arriviez à maîtriser ça. Il sait qu'il faut que vous arriviez à générer de l'argent grâce à vos investissements, et c'est ce qui fait que la seule solution, que vous soyez d'ailleurs à titre personnel ou même en SCI, les banques sont moins regardantes sur le taux d'endettement, mais quand même, dans tous les cas, il faut que vous arriviez à générer une marge supérieure à ces fameux 30% sur votre loyer pour arriver à enchaîner 2 biens, 3 biens, 4 biens, 5 biens, etc., etc. En tout cas, il faut que vous arriviez à créer un delta positif en faveur de vos revenus grâce à vos investissements d'une part, ou alors en augmentant vos revenus, ça fonctionne également, en diminuant vos mauvaises dettes également, en soldant le crédit à consommation que vous avez pour votre voiture, en vivant en dessous de vos moyens, tout ça pour favoriser un taux d'endettement en permanence dans le sens positif. Bref, vous avez compris, montrez à la banque que vous savez gérer votre argent pour lui donner envie qu'elle vous prête le sien. Règle numéro 5, il y a 3 types de rentabilité dans le marché immobilier. La première, c'est celle qu'on va appeler la rentabilité locative. C'est celle qui est abusément utilisée par la Tata Jacqueline pour vous dire que votre bien, il est plus ou moins rentable. Elle se calcule en mettant votre loyer multiplié par 12 pour les 12 mois de l'année, divisé par le coût total de votre investissement, le tout multiplié par 100 pour avoir un pourcentage, et ça vous donnera du 8%, du 10%, du 4%. Ce qui veut dire que vous avez créé un véhicule purement locatif où si vous mettez 100 € à l'intérieur, l'année d'après, vous aurez 108% pour 8% de rentabilité locative. La deuxième type de rentabilité, c'est ce qu'on appelle la rentabilité patrimoniale. Comme vous le savez, dans l'immobilier, on gagne de l'argent non seulement avec les loyers, mais on gagne de l'argent aussi avec ce qu'on va appeler une plus-value, le fait de revendre plus cher son bien immobilier que le prix auquel vous l'avez acheté. Cette plus-value-là, il peut y en avoir une en fait à l'intérieur de votre bien immobilier, mais tant que vous ne l'avez pas vendu, vous ne le saurez pas. Mais vous pouvez quand même le savoir et vous pouvez l'estimer par rapport au prix moyen du quartier dans lequel vous avez acheté, et c'est ce qu'on appellera la plus-value latente. Donc du coup, la rentabilité patrimoniale, c'est égal à vos loyers multipliés par 12 pour les 12 mois de l'année, plus la plus-value latente de votre bien divisé par 7 pour la durée de détention moyenne d'un bien immobilier, ce qui va permettre en fait de mensualiser la plus-value que vous allez générer à défaut de votre investissement, si c'est 7 ans encore une fois, le tout divisé par le coût total de votre investissement multiplié par 100, et évidemment en incluant cette plus-value latente si vous en avez une, encore une fois, c'est pas toujours le cas, à ce moment-là, mécaniquement, votre rentabilité va augmenter, elle peut facilement monter à 12%, à 15%, voire même à beaucoup plus que ça si vous avez investi dans un quartier qui est vraiment premium et qui a énormément pris de la valeur. Et enfin, troisième type de rentabilité, c'est ce qu'on appelle la rentabilité sur le capital. C'est la vraie rentabilité de votre placement immobilier et c'est celle-ci qu'il faut absolument prendre en compte si vous souhaitez comparer votre placement avec un placement sur les marchés financiers, avec un placement dans les actifs numériques. Et cette rentabilité sur le capital, c'est égal à vos loyers multipliés par 12 pour les 12 mois de l'année, plus la plus-value latente que vous allez générer divisé par 7 pour 7 ans de durée moyenne de détention d'un bien immobilier, divisé non pas par le coût total de votre opération,
l'opération, mais par le capital que vous avez mobilisé pour le réaliser. Les fameux 10 000 € que vous avez mis de votre poche pour emprunter les 100 000 € au départ. Et donc là, évidemment, si vous divisez par 10 le prix que vous aviez mis avant pour le coût total de l'opération, puisque si elle vous a coûté 100 000 €, ça veut dire que vous avez mis 10 000 € de votre poche, eh bien vous allez avoir la vraie rentabilité d'un placement immobilier et c'est là où vous pouvez vraiment gagner beaucoup d'argent. Pour reprendre sur mon exemple de base, admettons qu'avec ces 100 000 €, vous avez acheté 2 T2 à rénover, que vous avez fait un petit peu de homestaging vous-même et que vous louez chacun de ces T2 500 € par mois, soit 1000 € au total de loyer. Si on calcule premièrement la rentabilité locative, on va donc avoir 12 000 € pour la partie haute de notre fraction, divisé par, allez, on va dire 100 000 € plus 10 000 € de fourniture pour vos travaux, plus 10 000 € de frais notaires, 120 000 €. Le tout multiplié par 100, ça nous donne bien 10% de rentabilité locative. Maintenant, admettons que dans votre bien, parce que vous l'avez bien négocié, parce que vous l'avez vachement amélioré, parce que vous avez monté les loyers en faisant partir les mauvais locataires et rentrer des locataires qui payent plus cher, je dis n'importe quoi, peu importe le scénario, vous ayez 25 000 € de plus-value latente. Ce qui veut dire qu'à l'heure où vous avez fait tout votre travail pour créer de la valeur dans votre bien immobilier, il vaut 25 000 € de plus que ce que vous l'avez acheté. On va donc pouvoir calculer la rentabilité patrimoniale, qui va donc être les 12 000 € de loyer que vous encaissez chaque année, plus les 25 000 € de plus-value latente que vous avez divisé par 7, le tout divisé par 120 000 € multiplié par 100, ce qui va nous donner, faites le calcul et corrigez-moi s'il n'est pas exact, 12,9% de rentabilité patrimoniale. Donc vous voyez que rien qu'avec la plus-value latente et donc la création de valeur, on a quand même gagné quasiment 3%. Et j'insiste encore une fois sur le fait que de créer la valeur, c'est vraiment le mécanisme essentiel de création de richesse de l'immobilier que vous n'aurez pas en achetant des actions Air France. Enfin maintenant, si on calcule la rentabilité sur le capital, la vraie rentabilité de votre placement immobilier, on va donc faire les 12 000 € de loyer que vous avez chaque année, plus les 25 000 € de plus-value latente divisé par 7 pour l'avoir mensualisé, le tout divisé par les 10% d'apport que vous aurez mis dans votre dossier. On avait vu 120 000 €, donc du coup 12 000 € de votre poche. Ça nous donne une rentabilité sur le capital de 129%. Ce qui veut dire que grâce à l'investissement immobilier que vous allez faire, pour 1000 € investis dans ce véhicule d'investissement, vous aurez 1290 € l'année d'après grâce à ce placement à 129%. Et oui, c'est de l'alu et oui, c'est extraordinaire, mais c'est la beauté de l'immobilier à effet levier qu'on ne peut pas trouver, encore une fois, dans d'autres catégories d'actifs. Règle numéro 6, dans l'immobilier, la plupart des risques sont assurables. En fait, une des beautés de la pierre, c'est que vous avez la possibilité d'assurer quasiment n'importe quel processus de votre investissement. Et d'ailleurs, il y a une grande partie d'entre eux qui sont obligatoires. Quand vous achetez un bien immobilier, vous êtes obligé de passer devant le notaire, qui est un représentant de l'État et qui a une assurance professionnelle pour couvrir toutes les choses concernant votre acquisition. Pour vendre votre bien immobilier, aujourd'hui, vous êtes obligé de passer par un diagnostiqueur immobilier qui est obligé de faire un état des lieux de l'aspect énergétique de votre bien et qui est obligé également de vous dire ce qu'il faudrait changer pour augmenter la LED, pour avoir une meilleure isolation, peut-être une meilleure pompe à chaleur. Et si par la suite vous décidez de réaliser les travaux, et bien là encore vous aurez la garantie décennale de vos artisans qui assure la totalité du chantier et les travaux qu'ils vont effectuer. En empruntant de l'argent dans une banque, vous aurez une assurance de prêt qui fait que si vous le souhaitez, et plus vous prendrez d'options, plus ce sera cher évidemment, mais vous pouvez tout assurer. Une invalidité, une perte de son travail, un décès, un handicap, tout encore une fois est assurable. Et enfin, quand vous allez louer votre bien, vous pouvez utiliser des garanties loyers impayés dont certaines sont même gratuites pour le propriétaire, raison pour laquelle souvent on a tendance à dire que l'immobilier c'est risqué. Et bien en fait non, absolument pas. L'immobilier peut tout à fait être un sport très peu risqué pour quelqu'un de très peureux qui peut absolument tout assurer s'il le souhaite, et c'est pour ma part un des aspects qui me séduit le plus et qui me permet bien sûr de dormir sur mes deux oreilles. Règle numéro 7, dans l'immobilier, la totalité du processus est délégable. Ça aussi, et de la même façon que pour d'autres catégories d'actifs, si vous n'avez pas le
temps de chercher de l'immobilier? Eh bien, vous pouvez faire appel à un chasseur immobilier qui va dénicher des bonnes affaires pour vous, un petit peu de la même façon qu'un agent immobilier. Si vous n'avez pas envie de discuter avec votre banquier parce que vous n'avez pas le temps de faire ça, eh bien, vous pourrez faire appel à un courtier en crédit bancaire qui lui aussi va faire ce travail à votre place. Si vous n'avez pas envie de discuter avec les municipalités, que vous ne voulez pas gérer les artisans, gérer les plans, vous pouvez faire appel à un architecte ou à une maîtrise d'ouvrage. Enfin, si vous n'avez pas envie de gérer vos locataires, vous pouvez tout à fait faire appel à un gestionnaire immobilier qui va gérer vos locations, les états des lieux d'entrée, les états des lieux de sortie, vérifier que les loyers sont bien payés. Et ça, encore une fois, c'est un grand luxe qu'on n'a pas dans toutes les matières, mais dans l'immobilier, tout est délégable. On va dire que la seule qui ne l'est pas, c'est de comprendre ce que vous faites, c'est de vous former, c'est ce que vous êtes en train de faire en regardant cette vidéo. Et d'ailleurs, si le sujet vous intéresse, je vous ai créé une masterclass gratuite de plus d'1 heure sur le sujet où on rentre vraiment dans le détail de tous les concepts qu'on brasse dans cette vidéo. Le but du jeu est de minimiser les éventuelles questions que vous pourriez avoir. N'hésitez pas à cliquer, bien sûr, c'est 100% gratuit. Enfin, règle numéro 8, l'immobilier est un sport d'hommes et de carnet d'adresses. L'investisseur immobilier, et encore plus quand il va se professionnaliser, c'est un chef d'orchestre. Il va coordonner des agents immobiliers, des architectes, des banquiers, un service d'urbanisme, des diagnostiqueurs, des maîtres d'œuvre. Et ce travail de coordination d'humain, par définition, de relations humaines, d'échanges et de management, on peut vraiment parler de ça, c'est ce qui va avoir un impact considérable sur la rentabilité de votre projet. Un projet mal géré sur le plan humain, c'est un projet qui rapportera moins d'argent que ce que vous aviez prévu. Et les plus grands investisseurs immobiliers que j'ai eu la chance de rencontrer dans ma vie sont des gens qui savent gérer l'humain, qui savent parler aux gens et qui sont quelque part des meneurs d'hommes. Donc vraiment, dernière règle importante, je passe rapidement dessus et je pense que vous avez compris l'intérêt de tout ça, mais l'investisseur immobilier, c'est avant tout un manager. Et si jamais vous n'aimez pas manager les gens, eh bien il faut tout simplement pas faire d'immobilier par vous-même. Il faut déléguer votre recherche, il faut déléguer vos travaux, bref, les parties de l'investissement que vous n'aimez pas, puisque vous avez tout à fait la possibilité de trouver vous-même le bien, mais de ne pas vous occuper du dossier bancaire, de gérer les travaux parce que vous aimez ça et de ne pas vous occuper de la gestion locative et de la déléguer à une agence. Encore une fois, tout est possible et c'est un élément de plus qui fait que l'immobilier est une des matières les plus transversales que vous aurez dans le cadre de la gestion de votre patrimoine. Et c'est une des raisons pour laquelle cette chaîne YouTube existe et que je suis là pour vous montrer les petits tips, les choses à faire, à ne pas trop faire. En tout cas, celles tirées de mon expérience après en avoir acheté plus d'une centaine. Voilà pour ces 8 principes de base. J'espère qu'il y en aura au moins un que vous connaissez pas, qui peut-être vous aura surpris. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce genre de vidéo vous intéresse, avec le paperboard, avec les schémas, si ça vous permet de mieux comprendre. Je tâcherai d'en faire plus dans ce format. Je vous dis à bientôt, c'était Tim. Ciao!